sur France Maghreb 2. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2, ravi de vous retrouver en ce lundi 17 octobre. J'espère que vous allez tous bien, c'est reparti pour une nouvelle semaine sur France Maghreb 2. La semaine de tous les dangers pour le gouvernement, point d'interrogation. On en reparlera évidemment tout à l'heure dans le fait du jour, à la veille de cette grève générale. Mais à quoi va-t-elle ressembler cette grève générale ? Eh bien on en parlera aussi dans un instant. Avec moi en plateau aujourd'hui une belle équipe, un beau plateau pour débuter la semaine. J'ai envie de vous dire monsieur Emmanuel Dupuis, président de l'Institut de prospective et de sécurité en Europe. Bonjour Emmanuel. Bonjour Christophe. Bonjour aux auditeurs, ça va super bien. On te voit partout toi. On essaye, ouais. on essaye. Je mets ma télé, tiens Emmanuel est là. Change de chaîne, il est encore là. Voilà. Il est partout. D'ubiquité. Ah ouais, c'est incroyable hein. Bon. Avec nous aussi monsieur Gamal Abida, le fondateur du MDC. Comment ça va mon Gamal ? Très bien, comme d'habitude. Bon, comme tous les lundis. Comme tous les lundis, ouais. Et notre directeur commercial, histoire de vendre un peu, Ali. Ça va mon Ali ? Très bien. Tu nous l'avais vendu cette victoire du PSG hier soir. Hein. Exactement. Ah, elle était belle. Hein. Petite, mais bon. On s'en fout. Seuls les 3 points comptent, évidemment. Allez, voici le programme d'une émission encore une fois très chargée sur France Maghreb 2. Bienvenue à tous et bonne semaine. Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. Une bonne battle tout à l'heure en fin d'émission et vous pouvez d'ores et déjà aussi voter sur Twitter le Grand Forum FM2 à savoir cette marche contre la vie chère qui avait lieu hier organisée par la gauche, la NUPES. Est-ce une victoire de la gauche ? Bien pour l'instant c'est le oui qui l'emporte hein. On se posera la question tout à l'heure. Il y avait peut-être un peu moins de monde que espéré au départ. On en parlera évidemment tout à l'heure. Le quiz, évidemment, à ne pas louper, la belle histoire des génériques. Et notre ami Mam va nous raconter l'histoire du générique de la série Friends, que tout le monde a regardé au moins une fois. Le zapping, évidemment, à ne pas louper. Et puis à partir de ce lundi, nous allons consacrer une partie tout au long de cette semaine à la semaine de l'intégration qui démarre donc aujourd'hui, donc en ce lundi 17 octobre. C'est la semaine de l'intégration du 17 au 21 octobre, donc semaine nationale initiée par la Direction Générale des Étrangers en France du ministère de l'Intérieur, est organisée localement par la préfecture de Seine-Saint-Denis en collaboration avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Et nous allons ainsi découvrir tout au long de cette semaine les différents partenaires locaux. Et nous allons commencer tout à l'heure avec Céline Fulk, qui est la directrice du CIDFF, qui est le centre d'information sur les droits des femmes et des familles, ainsi que tout à l'heure aussi nous aurons Ramouna Asla, qui est médiatrice pour l'association Nénuphar, à partir de 17h à ne pas louper, et témoignage aussi exclusif donc tout à l'heure. Renforcement de la présence militaire en Europe de l'Est. On a appris hier aussi qu'il y aurait 2000 soldats ukrainiens qui seraient formés sur notre sol. À quoi joue Emmanuel Macron dans cette guerre en Ukraine? On fera le point tout à l'heure. Ça tombe bien avec notre ami Emmanuel Dupuis, Gamal Abina et Ali. C'est parti jusque 18h. Bienvenue dans le Grand Forum, présenté par Christophe Fro. Le Grand Forum. Alors, et puis évidemment, on parle de livraison d'armes, hein, bien entendu. Alors, on commence toujours cette émission par des petits clins d'œil de l'actualité, clin d'œil musical. Et j'ai envie de commencer ce petit clin d'œil par un prix Nobel. Vous savez que c'est la période en ce moment. En 1979, le prix Nobel de la paix est attribué à Mère Teresa. Largement mérité, on est d'accord, messieurs ? Oui. Ouais. Encore une fois. Ouais. Oui, totalement. Totalement. Et puis, quoi d'autre dans l'actualité ? 1960 aussi, c'est le premier numéro de la revue Jeune Afrique. Est-ce que vous lisez Jeune Afrique ? Oui. Ouais. Moi aussi, mais je déteste. J'ai rendez-vous avec le rédacteur en chef juste après. Ah, bah voilà. Tu vois, Gamal, pourquoi tu détestes ? Ah, je déteste, j'aime pas du tout la ligne du journal. Je préférais de loin Afrique-Asie qui était beaucoup plus riche. Jeune Afrique, ils sont trop orientés anti-Algérie, ça se voit trop. C'est pas très net comme position, j'aime pas du tout. Ouais. Ali, tu lis Jeune Afrique ou pas ? Oui, je lis certains articles, oui. Bon. Prix Nobel de littérature en 1957 à quelqu'un que vous connaissez forcément, Albert Camus. Bien sûr. Hein, voilà. Le regretter. Le regretter. Et puis en 1961, évidemment, c'est les manifestations des Algériens à Paris, bravant le couvre-feu le 17 octobre 61, une véritable boucherie à l'époque à la manœuvre. En tant que préfet, Maurice Papon. Un bilan assez lourd, un extrait de la télé de l'époque. Écoutez. Hop, il est là, on y va.
Alors en effet, dans les débats, on reviendra sur le rôle de Maurice Papon durant les événements d'Algérie. Il était préfet de police à Paris lorsqu'une répression sanglante a eu lieu. C'était le 17 octobre 1961. Rappel des faits, Gilles Marinet. 17 octobre 1961, 20h30. Venus des bidonvilles de Nanterre et du 18e arrondissement de Paris, 30 000 manifestants se dirigent vers les Champs-Élysées. Des Algériens qui réclament la levée du couvre-feu instauré quelques jours plus tôt par le préfet de police, Maurice Papon. Le rassemblement est interdit et en vertu du couvre-feu, tout ressortissant algérien, manifestant ou non, peut être mis en état d'arrestation. 10 000 policiers, CRS, gendarmes mobiles vont s'en charger de la manière la plus brutale. Lorsqu'un message radio de la police indique à tort le décès de plusieurs gendarmes, la répression tourne à l'hystérie meurtrière. Des manifestants sont tués par balles, d'autres jetés dans la Seine. Ils ont jeté les vieux d'abord, et après nous, ils ont avancé encore les camionnettes dans la noire, ils ont jeté nous 5 dans l'eau. Bilan officiel, 3 morts, 64 blessés. Aujourd'hui, les historiens avancent les chiffres de 200 morts, 400 disparus, 11 500 arrestations. La version de Maurice Papon est bien différente. Hier, l'ancien préfet de police estimait à 15 ou 20 le nombre de victimes. Et encore, selon lui, s'agissait-il de règlement de compte entre factions algériennes. Voilà pour cet extrait de la télévision. Je rappelle, vous avez peut-être remarqué, on parlait à l'époque des événements d'Algérie, encore en 1961. Terrible soirée, terrible drame, on jetait ainsi des Algériens dans la Seine, Ali, en 1961, le 17 octobre à Paris. Il n'y a pas si longtemps. Oui, il n'y a pas si longtemps. En fait, ce qui est assez étonnant dans cette date symbolique, c'est qu'aujourd'hui, on ne soit pas encore capable de donner les circonstances, le nombre exact de personnes qui ont été malheureusement jetées à la Seine. Et toujours ce manque de clarté, ce manque de précision, toujours, ça relate un peu toujours les problèmes de la relation entre la France et l'Algérie. Ce passé qu'une bonne fois pour toutes, je pense qu'il faut véritablement être clair, de façon à voir un peu l'avenir, et dire qu'il y a à peine 60 ans, on jetait des gens dans la Seine. Quelque part, c'est quand même quelque chose de relativement tragique. Emmanuel, est-ce que c'est une tâche pour la France, la République? Oui, bien sûr, ce ça a jour-là été d'ailleurs reconnu par plusieurs présidents, et le dernier en date. Alors on peut toujours en faire plus, mais moi je veux prendre pour acquis les pas en avant. Et évidemment, il faut reconnaître la responsabilité de l'État français. Je crois que ça a été fait. C'était bien un préfet de la République qui était responsable de la répression, un préfet avec un passé particulier, mais enfin, il était en fonction, préfet de police. Donc je crois que le geste qu'avait fait Emmanuel Macron l'année dernière, en se souvenant de la responsabilité française, en évoquant la responsabilité française, en se souvenant de la mémoire de ceux qui avaient perdu la vie, était un geste important qui va petit à petit, pierre par pierre, essayer de permettre de renouveler la relation entre nos deux pays, je crois. D'ailleurs qu'il en a été question quand la Première ministre s'est rendue à Alger il y a quelque temps. Gamal, le 17 octobre 1961, une date symbolique, une date importante, une date à ne jamais oublier. Tout à fait, on a fait un gros travail par rapport, je parle des organisations qui ont milité pour faire reconnaître ce crime d'État. On parle beaucoup de Papon, mais il n'y avait pas que Papon, il y avait Roger Frey, qui était dirigé à l'époque par le général de Gaulle. Ce qui est intéressant de rappeler quand même, c'est que le général de Gaulle s'était vu par Fabrice Arfi récemment, qui a eu accès aux fameuses archives. Le général de Gaulle, qu'on pouvait soupçonner d'avoir peut-être été, soit avoir laissé faire ou avoir pris part, pas du tout. Il se trouve qu'au contraire, il a trouvé ça intolérable, il a trouvé que ça ternissait l'image de la France, et il a demandé est-ce qu'il y a eu des poursuites qui ont été par la suite abandonnées, mais le général de Gaulle n'était pas du tout dans la manœuvre. Donc c'est une chose intéressante, ça a permis de reprendre les négociations à Évian. Alors très rapidement, le travail qui a été fait au départ, ce qui a dépoussiéré cette histoire, qui a été cachée malheureusement un peu par les communistes sans le vouloir, c'est la fameuse nuit de massacre de Charonne, avec 9 communistes tués au métro Charonne, et ça a complètement éclipsé ce massacre de grande échelle, puisque c'est 300 morts, c'est le plus grand massacre après les communards, faut pas l'oublier, à Paris, et donc ça a été éclipsé, et il se trouve qu'un homme formidable, qui nous a quittés malheureusement, John F. Kennedy, était le premier à avoir sorti vraiment de la naphtaline cette histoire. Alors là, c'est une
bataille de vie qu'il a menée. Il nous a quittés il y a 4-5 ans, si je ne me trompe pas. Il a beaucoup écrit là-dessus, beaucoup donné de conférences. Ici, on doit les Algériens, je crois. Il y a cette fameuse image aussi qui est restée, mais en substance, il a à peu près comptabilisé une estimation de 300 morts, dont la plus jeune qui avait 14 ans, Fatima Bédar. Oui. Et effectivement, Les parents quelque chose. Ne voulaient pas qu'elle sorte, elle est quand même partie. Tout à fait. Donc c'est quelque chose qui est quand même très documenté et en même temps qui est caché parce que c'est pas à l'honneur de la France à ce moment-là et encore moins d'un papon. Donc oui, c'est une histoire importante, c'est un tournant et M. Macron, si vous me le rappelez, Emmanuel, a fait un geste considérable l'année dernière, je le considère comme étant un grand geste. Il a quand même été sur le pont de Besançon, alors c'est vrai que c'était le 16 octobre parce que pour les raisons présidentielles évidentes, il a été sur le pont de Besançon pour se recueillir. Ouais. C'est l'homme politique français qui en a fait le plus, et je le répète à chaque fois, on aime ou on n'aime pas Macron, il en a fait le plus par rapport à l'Algérie en 5 ans que tous ses prédécesseurs en 60. Donc c'est quelque chose qu'il faut quand même souligner, on peut le mettre à son crédit. Juste une question, Kamel, tu trouves normal qu'on ne connaisse pas le nombre exact de personnes? Si, on l'a en vérité, mais il n'est pas diffusé, il est connu, hein. On sait qui a été tué, on a retrouvé des corps, les familles ont fait des réclamations. On a retrouvé des corps jusqu'à Rouen, je crois. Tout à fait, absolument, c'est jusqu'à l'extrémité, à l'estuaire de la Seine. Oui. Mais c'est vrai que c'est documenté, mais c'est pas accepté. Et même en Algérie, d'ailleurs, je tiens à le rappeler quand même, c'est important parce que je suis algérien d'origine, c'est que là, tout à l'heure, j'étais avec la chaîne 3, c'est la radio algérienne nationale. C'est pareil, ils découvrent un petit peu en vérité, ça commence à être de plus en plus mis en avant. Mais en réalité, ils découvrent avec beaucoup de stupeur ce qui s'est passé à Paris, parce que c'est plus ou moins connu, mais pas dans les détails. Pour vous donner un exemple très, très croustillant de l'horreur, ça va vous parler tout de suite. Les policiers demandaient aux Algériens lorsqu'ils les touchaient, d'ailleurs, c'était pas que les Algériens, mais aussi les Marocains et les Tunisiens. Ils leur demandaient systématiquement, est-ce que tu sais nager? Si la réponse était positive, ils les attachaient. S'ils disaient je ne sais pas nager, ils les jetaient sans les attacher pour faire les économies de cordes. Ça vous tire un peu le niveau. C'est d'une telle barbarie, absolument. Alors, en tout cas, une date à ne jamais oublier. Pour terminer, c'est clin d'œil, rien à voir, mais musique quand même. Il est né aujourd'hui en 1972. C'est une grande star du rap américain. Je veux parler et on l'écoute, monsieur. Bon anniversaire à Eminem, même si les débatteurs aujourd'hui sont pas fans. Hein, je vous dis. Non, mais autant le dire tout de suite. On lui souhaite quand même un bon anniversaire. Quand même, 1972. Il a eu du talent. Il a eu du talent. Il a 50 ans, il peut arrêter le rap maintenant. Ouais, à 50 ans, on peut arrêter le rap. C'est vrai, à 50 ans, on s'achète une montre. Ouais. Hein, il paraît que si on a réussi sa vie, on s'achète. C'était qui ça? C'est pas Tali, c'était Séguéla. Séguéla, ouais. Oui, c'est vrai. C'est Séguéla, absolument. Dans un instant, les faits du jour, parce qu'il y en a plusieurs. J'aimerais qu'on parle de cette grève générale. On est à la veille. À quoi faut-il s'attendre? J'aimerais aussi qu'on parle du Ballon d'Or. C'est aujourd'hui. Benzema sera probablement, même très certainement, consacré avec ce fameux Ballon d'Or tant attendu. Et puis un petit mot aussi sur l'affaire absolument incroyable de la petite Lola, qu'on a retrouvée dans une malle à Paris. Autant de violences. Voilà. 2 personnes sont en garde à vue, vont être présentées devant un juge concernant cette affaire. 12 ans, assassiné, violé, étouffé, et on l'a retrouvé dans une malle. C'est dur. Franchement, quand on est parent, évidemment, d'entendre ça, c'est dur, et ça s'est passé dans le 19e arrondissement de Paris. À tout de suite, les enfants. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Le LGF, merci d'être avec nous avec Emmanuel Dupuis, Gamal Abina et notre Ali national qui est avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2. On est à la veille d'une grève générale le 18 octobre, c'est demain, et il va y avoir donc grève un petit peu partout dans les différents secteurs, transport, éducation. Donc ça va être un mardi noir, sans qu'on sache véritablement à quelle sauce on va être mangé. Emmanuel, comment tu la pressens cette grève générale de demain ? Je la sens pas aussi massive qu'on aurait pu le penser. Premièrement parce qu'il y a un petit peu de dissension entre les syndicats. On l'a vu avec la reconduite ou non des grévistes sur les 7 raffineries françaises. 5 qui ont continué. 5 ont continué et 2 donc ont décidé d'accepter la main tendue. Bon, ouais. C'est très diplomatiquement dit de la part de Total parce qu'elle n'était pas si tendue que ça, ou pas très garnie, mais enfin néanmoins, il y avait un geste de bonne volonté. J'ai senti quand même des dissensions entre les syndicats traditionnels, les syndicats révolutionnaires et les syndicats réformistes. C'est une tradition bien ancrée. J'ai entendu de la part de Philippe Martinez une forme de radicalité que j'ai l'habitude d'entendre chez un secrétaire général de la CGT, et j'ai senti chez les autres une volonté de forcer le gouvernement, mais bon, c'est pas la première fois, à des négociations, ou en tout cas à un dialogue. Ce qui me fait dire que la grève ne va pas être massive, c'est qu'il y avait une séquence qui allait de la mobilisation de dimanche à l'initiative de Jean-Luc Mélenchon
Oui. La marche contre la vie chère, qui devait être un grand moment de mobilisation. 30 000 selon la police, 140 000 selon les organisateurs. Donc, du coup, j'ai quand même le sentiment qu'on risque d'avoir aussi une grève générale qui n'est pas si massive que ça, ne serait-ce que dans l'éducation nationale, où j'ai pas senti qu'il y a une mobilisation aussi forte que les syndicats l'espéraient. Pourtant, les renseignements craignent une contagion, Gamal. Ah, mais ça sera après. Une contagion des différents syndicats ou de Non, convergence des luttes. Des convergences des luttes. Oui, ça viendra après. Ça fait 10 000 ans qu'ils en parlent. On souffre pas assez pour ça aujourd'hui. Je veux dire, déjà, on souffre pas assez. Non, clairement, on n'est pas encore dans le froid, quoi. Et ça se dégrade, la situation. C'est pour 2023 qu'on. Je précise que Mme Borne a annoncé que l'aide de l'État au carburant des 30 centimes serait prolongée. Oui, tout comme Total d'ailleurs, qui a annoncé la même chose. C'est un peu retard, hein, l'aide. De 15 jours. De 15 jours seulement. Et ils appellent ça, en plus, ça me fait marrer. D'ailleurs, je croyais que c'était le 31 décembre que ça prend fin, mais pas du tout. C'était le 31 décembre que ça devait prendre fin. Oui. Mais là, elle nous a annoncé une prolongation au mois de novembre, donc j'ai rien compris. Non, c'était au 1er novembre que ça devait s'arrêter, pas autrement. Non, oui. Le 1er novembre, ça devait être minoré. On passait de 18 à 12 centimes, et ensuite, le 31 décembre, plus rien. Donc elle a prolongé, et elle n'a pas minoré. Donc on restera sur les 18 centimes jusqu'à la fin de l'année. Alors moi, j'aime bien le vocabulaire, parce que quand on parle d'aide, alors que c'est l'État qui réduit juste l'imposition sur l'essence, c'est un peu se foutre de la gueule du monde, je veux dire. J'aime bien cette façon de présenter les choses. C'est comme vous dire, il y a une super promo, je vous vends un truc moins cher. Non, c'est pas une super promo, tu vends ton truc au prix qui t'intéresse. Et bien là, par rapport à ces questions-là, je dis qu'on ne souffre pas assez. Pourquoi ? Parce que l'augmentation des prix enregistrée actuellement est en moyenne de 10% à peu près. Que l'année prochaine, il y aura certainement un surenchérissement parce qu'on aura les effets directs de la réduction des approvisionnements en hydrocarbures. Ouais. Et là, on risque d'avoir vraiment des souffrances. Pourquoi ? Expliquer très rapidement, c'est important, Christophe, que les gens comprennent. Quand le pétrole et le gaz coûtent cher, les produits manufacturés coûtent plus cher à la fabrication parce qu'ils doivent répercuter le coût de l'énergie sur le produit fini. Sauf que le baril, il est en forte chute là. Hein, le baril, non, il est en 90 quand même. Mais c'est pas une question de baril. C'est qu'aujourd'hui, comme tout est interconnecté et qu'on a indexé l'énergie nucléaire sur le gaz et le pétrole pour des raisons simplement de garantir une concurrence équitable entre les États européens, parce que la France est un grand producteur d'énergie nucléaire, et bien à partir de là, on va tous devoir être impactés par l'augmentation de ce prix qui va donc mécaniquement augmenter les prix à la consommation. Et l'augmentation des prix à la consommation avec la spéculation qu'on enregistre en plus va avoir des conséquences lourdes et c'est à ce moment-là qu'on va souffrir. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, on ne souffre pas assez. C'est-à-dire que la manifestation. Tu la sens comment cette grève demain ? Pour moi, ça va être un échec. Ouais. Comme celle d'hier. Ce seront des échecs. En demi-teinte. Ça va négocier. Ali. Bon, je pense que ça va être... effectivement, il n'y aura pas peut-être de grand succès dans la mesure, effectivement, où il n'y a pas d'appel général à la mobilisation. Par contre, la caractéristique de ce qui se passe en France, au moins en France et en Europe, on sent quand même que les populations sont... On le sent, c'est du réel. Vous allez dans les magasins, vous discutez avec des gens, les gens sentent effectivement cette inflation qui est là, qui est présente, hein, on le voit à tous les niveaux. Hein. Vous allez dans le textile, les gens qui ont des magasins, là les vacances de Toussaint vont arriver, on sent. Et sincèrement, j'espère que le gouvernement ne va pas attendre toujours ces grands mouvements sociaux pour prendre des mesures. Et même si demain il n'y a personne, on a quand même le sentiment, parce qu'on parle de choses de sentiment d'insécurité, là je pense qu'il y a vraiment une réelle détresse qui commence à s'installer de plus en plus en France, dans différentes catégories sociales, et qui ne, par rapport à ce que disait Gamel et ce que disait Emmanuel, qui ne laisse pas forcément présager des choses possibles, parce qu'il ne faut pas être savant ou devin pour savoir qu'effectivement on va au-devant de grands problèmes économiques, avec bien entendu l'énergie en pôle position. Ce ne sera pas que l'énergie, ça va être l'informatique, ça va être tout. Hein. Donc les boulangers, tous les corps de métier. Il n'y a pas un corps de métier aujourd'hui qui échappe. Ben vous parlez de garagiste, il vous parle de pièces. Vous allez chez le boulanger, il vous parle du blé. Le bâtiment en particulier. Vous allez bâtiment, il vous parle de ça. Vous parlez les voitures automobiles, on vous parle effectivement les prix vont aller aussi à la hausse. Donc en fait tout va augmenter. Et les banquiers sont contents, les banquiers. Les banquiers, au bout d'un moment, tu sais, quand tu vas tirer énormément sur la corde, au bout d'un moment, tu sais, c'est pas la peine d'avoir fait des grandes écoles pour savoir que quand il y a une inflation, Gamel a dit 10%, il y en a qui annoncent dans certains secteurs beaucoup plus. Par définition, je pense qu'il faut que le salaire suive, sinon on ne peut pas. Sinon tu amputes forcément le niveau de vie des gens. Je vais rebondir sur ce que tu dis là. On va parler de banquiers, parce que j'aurais beaucoup de choses à dire sur les banquiers, mais vraiment il y a un truc qui est inique de leur part. J'attendais au moins à ce que la loi de finances en parle. C'est l'augmentation, parce que c'est quand même incroyable qu'on perde le pouvoir d'achat et qu'on perde en plus nos réserves à la banque. Je traduis. Lorsqu'il y a une inflation à 10%, on devrait avoir au minimum des comptes rémunérés à 10%. Au minimum.
Sinon 11%. Pourquoi ? Parce que la perte de pouvoir d'achat, elle s'enregistre aussi dans ce qu'on a comme réserve en banque. Or, en l'occurrence, les banquiers ne jouent pas le jeu qu'ils devraient jouer à accompagner l'économie. Ils continuent à s'en mettre plein les poches avec des taux d'intérêt très bas et ne rémunèrent pas les comptes. Donc vous avez des comptes rémunérés entre 0,5 et 0,9% avec une inflation à 10. Faites le calcul, on perd 9% par an. En ce moment, il fait pas bon d'avoir de l'argent bloqué, hein, pas que de côté. C'est pour ça que les banquiers sont pas très contents. Parce que quand vous épargnez, vous ne dépensez pas. Tout à fait. C'est ça. Autre fait du jour aujourd'hui, c'est aujourd'hui le grand jour, le Ballon d'Or. Je sais que ça parle pas forcément à Gamal, mais ni à moi, ni à moi. Ni à toi, Emmanuel. Je sais. C'est la consécration. Je sais pas ce qu'on peut dire, en tout cas, pour le monde du foot et un joueur qui l'attend depuis de nombreuses années. Est-ce que c'est mérité, Moali? Karim Benzema ce soir, il l'aura. Je pense qu'effectivement, son palmarès plaide pour lui. Faut rappeler que le Ballon d'Or, la caractéristique, c'est les performances d'un footballeur pendant toute une année et les juger par ses pairs, à savoir les journalistes, les entraîneurs. Donc d'accord. Donc là, on a vu qu'il a tout gagné. Mais au-delà de gagner d'un point de vue individuel, il y a eu un collectif. On l'a vu avec son équipe du Real de Madrid qu'il a réussi à emmener vraiment vraiment la hisser jusqu'à gagner la Ligue des Champions. Aucun spécialiste, sincèrement, pensait que le Real de Madrid a gagné. Donc je pense qu'il la mérite. C'est très bien pour la France, pour nous, avant la Coupe du Monde. Et ça va, j'espère. C'est ce qui lui manque d'ailleurs dans sa carrière, c'est la Coupe du Monde. Et effectivement, il ne manque. Oui, il n'a pas gagné la Coupe du Monde parce qu'il n'a pas joué. Il n'a pas joué. Donc il y a que effectivement ce palmarès-là. Et sincèrement, ce sera une très très belle consécration. Je pense ce soir, il y aura une très belle soirée à Paris. Je pense qu'il est arrivé depuis ce matin. Donc là, il a mis son costume et enfin, il va pouvoir. C'est lui qui va l'avoir. Oui, bien sûr, la main. On le sait. Ça y est. On le sait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de concurrent. Il n'y a pas de concurrent. Si, il y a des concurrents, même les concurrents, même les, entre guillemets, les compétiteurs comme lui reconnaissent tout le monde est d'accord. Qui mérite. C'est mérité. Ok. Donc bravo à Karim, en tout cas. Pour sa carrière déjà. L'affaire de ce week-end, évidemment, c'est la petite Lola, âgée de 12 ans, retrouvée dans une malle. Elle aurait été violée, étouffée. On parle de trafic d'organes. 4 suspects ont été placés en garde à vue. 2 ont été relâchés cette nuit. 2 vont être présentés devant un juge. Terrible drame, Emmanuel, que cette histoire de cette fille de Lola. C'est à la fois affreux, c'est affligeant parce qu'effectivement, on n'arrive pas à trouver le moyen d'arrêter ce genre d'ignominie. C'est en même temps conforme à notre société, de plus en plus violente, dans lequel il n'y a plus de garde-fous, dans lequel on ne peut pas se prémunir ou s'habituer à cet acte de violence pure. Évidemment, il faut avoir une pensée pour la famille de la petite Lola. Il faut avoir une pensée, parce que nous sommes tous des parents autour de cette table. Je parle presque tous, mais bon, il comprend ce que peuvent ressentir des parents, Christophe comme moi, qui avons des filles et des enfants sensiblement un petit peu plus âgés, mais pas beaucoup. Franchement, c'est évidemment un coup très dur, mais qui nécessite quand même une réflexion politique. Premièrement, à force de dire que la hausse de l'incivilité est une réalité, il faut enfin qu'on mette les moyens qu'il faut pour éviter que les incivilités s'installent comme une forme de banalisation d'un fait, d'une criminalisation de la société. Je dis ça à l'occasion à l'invitation ou à l'instigation du ministre, à la direction du ministre de l'Intérieur, qui va bientôt présenter les chiffres de la délinquance, par l'Observatoire de la délinquance, l'Observatoire annuel de la délinquance. Et puis deuxièmement, avoir conscience que les représentants que nous élisons à l'Assemblée doivent aussi renforcer les lois qui permettent évidemment de juger. J'ai cru comprendre qu'une douzaine de personnes seraient impliquées dans cette affaire et que seulement 2 seraient poursuivis. Donc ça m'interroge un peu sur le fait qu'il y en a 8 autres qui passeraient entre les mailles de la justice. Gamal Ali, un mot là-dessus? Oui, très rapidement. Tout a été dit sur cette affaire. C'est une affaire sordide. C'est crapuleux ou pas, on ne sait pas. C'est barbare, il n'y a pas de problème là-dessus. Les gens doivent être qui sont impliqués. C'est passé dans son immeuble, c'est-à-dire à proximité de chez elle. Tout à fait, rue Manin. J'ai une amie qui était sur place justement et elle m'a donné des informations qui ne correspondent pas vraiment à ce que la presse a dit hier, à savoir qu'il y aurait une histoire de trafic d'organes. Ça me paraissait un peu gros, parce qu'il faut quand même une structure pour ça. Mais ce qui est certain, il y a une histoire de viol, ça c'est une certitude. Oui. Et surtout, on a assassiné une pauvre jeune fille de 12 ans, alors que cette violence, elle a toujours existé. Je pense que Manuel, quand tu dis plus violence, ces crimes crapuleux, cette barbarie, cette violence, les rues coupe-gorge, on connaît, c'est une violence qui malheureusement est liée à l'humain détraqué, si on peut dire. Mais il n'en demeure pas moins qu'il doit y avoir des garde-fous, et je pense qu'aujourd'hui, effectivement,
cette façon d'avoir massacré ces pauvres jeunes filles doit être exemplaire en termes de punition. C'est-à-dire que si on est dans un truc laxiste, ça ne peut pas fonctionner. En substance, la peine de mort n'existe pas, et tant mieux d'ailleurs. J'en suis totalement opposé. En revanche, pour des parents qui perdent leur enfant dans des circonstances aussi tragiques, aussi atroces, il faut une peine exemplaire. J'entends par là une peine de prison réelle et incompressible, sans négociation. Quelqu'un qui commet ce genre d'acte doit être mis en prison de façon définitive, qui ne ressorte plus. Ali. C'est difficile effectivement de juger. Moi, ce que j'espère simplement, c'est que notre ministre de l'Intérieur mettra tous les moyens, je dis bien tous les moyens dont il dispose pour rapidement faire en sorte que ce crime crapuleux, parce que effectivement tout le monde l'a dit, on ne va pas le juger, ça ne va pas juger, parce que j'imagine découper quelqu'un, c'est l'impression d'être dans des films d'horreur, quoi. C'est incroyable. Par contre, j'espère sincèrement qu'on met tous les services de police possibles et imaginables, les polices scientifiques, pour trouver cette personne, ce réseau, et j'espère que la sanction sera entre guillemets rendue publique. Autant on nous informe avec cette peur, voilà, il y a eu ça pour tous les parents, voilà, moi j'ai mon frère, il était en mode panique, t'imagines, ça peut arriver partout, c'est incroyable, une peur bleue, un collègue à lui aussi. J'espère que lorsqu'on va attraper, et j'espère qu'on va mettre véritablement tous les moyens, parce que là on peut, je pense que si on met 50, 100 inspecteurs, des spécialistes, ils vont trouver ces réseaux là, ou ces personnes-là, et ensuite que véritablement c'est de façon à quelque part, on ne pourra pas malheureusement arrêter ces fous, il y en aura toujours, il y en a, aux États-Unis on en a tout le temps, tu vois, des gens qui... on en a, mais c'est horrible. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est le procès public, ça existe. Il faut savoir que la loi a été votée, que c'est une initiative de M. Dupond-Moretti qui a demandé, le garde des Sceaux, qui a demandé à ce que les procès soient filmés pour éduquer et édifier la population. Là, peut-être ça peut être pour mettre en tout cas, toutes nos condoléances à la famille, évidemment, et beaucoup de courage à ses parents. Ça doit être très, très, très difficile. Je pense qu'on s'en remet jamais. Non, jamais. Dans un instant, renforcement militaire française en Europe de l'Est, livraison d'armes. Et on a appris hier par la voix de Locornu qu'il y aurait 2000 soldats ukrainiens qui seraient formés sur le sol français. À quoi joue Macron? C'est la question qu'on se pose dans un instant. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Le Grand Forum, merci d'être avec nous avec Ali Gamanavilla et Emmanuel Dupuis. Alors, on va faire un peu le point sur la situation de la guerre en Ukraine et plus particulièrement de la position française. Emmanuel Macron a annoncé récemment, Emmanuel, je parle sous ton contrôle, le renforcement de la force militaire en Europe de l'Est, a annoncé aussi continuer de livrer des armes à l'Ukraine dans l'émission de télé la semaine dernière. Et on a appris hier par la voix de M. Lecornu qu'il y aurait 2000 soldats ukrainiens qui seraient formés ici, sur notre sol, en France. À quoi joue Emmanuel Macron dans ce conflit, Emmanuel? Bon, déjà, il ne faut pas penser que c'est une nouveauté. Ça fait déjà plusieurs années que les soldats ukrainiens s'entraînent en France. Et bien avant le 24 février dernier. Ça fait partie de ce que tous les pays occidentaux ont prodigué comme aide militaire pour former des militaires ukrainiens à différentes tâches au niveau de l'état-major, au niveau des tâches logistiques et au niveau de l'emploi d'un certain nombre d'armes, de systèmes d'armes que nous livrons. Donc ça, c'est la première chose, ce n'est pas une nouveauté. Par contre, ce qui est nouveau, c'est le volume que ça prend. Puisque sur les 2000 que vous évoquez, c'est évidemment une pointe émergée d'un iceberg qui est beaucoup plus grand, puisqu'il s'agit de former 15 000 soldats ukrainiens dans le cadre d'une participation désormais plus identifiée de l'Union européenne, qui va se charger de former ces 15 000 soldats ukrainiens pendant plusieurs mois pour les habituer ou les entraîner aux systèmes d'armes qui sont vendus. Donc deuxième élément. Troisième élément, ce que la France fait, les États-Unis et d'autres le font depuis longtemps, et pas seulement sur l'Ukraine, avec un certain nombre de partenaires. C'est le cas pour les Géorgies, c'est le cas pour la Moldavie. Et donc ça participe du renforcement de la sécurité au voisinage de la Russie. Maintenant, est-ce que ça va changer quoi que ce soit? Non. Premièrement, parce que les systèmes d'armes que nous vendons ou que nous donnons... Non, vendons, je veux dire, c'est bien vendu. Non, c'est bien, tu dis dès le départ, c'est vendu. Certains pays vendent et d'autres donnent. Je n'ai pas vu de dons. Tu me donneras le nom des pays, m'intéresse. Il n'y a pas de dons, c'est des ventes. Nous donnons. Non, on n'a pas vendu. On n'a pas vu les contrats, on ne donne pas d'armes. Ça, c'est de l'argent. On n'a pas vendu. Les Césars qu'on a donnés, on les a pris sur des contrats qui avaient déjà été honorés. Après, donc vendus. Mais on les a vendus au Maroc 30 et au Danemark 19. Donc, ils sont payés.
Oui, donc c'est vendu. Mais c'est pas les Ukrainiens qui nous ont achetés. C'est le reliquat qui n'a pas été vendu. Okay. Non, ils n'ont pas été achetés par les Ukrainiens. Après, ce sera à nous, soit de rembourser les Marocains, soit de rembourser les Danois. Donc, ça, c'est une autre question. On s'entend bien, donc ça veut dire que c'est quand même de l'argent qui sort. Évidemment que c'est l'argent qui sort. C'est un système d'armes, ça coûte. Non, mais un système d'armes, ça coûte quand même. L'idée selon laquelle on donne, moi je ne crois pas aux dons, ça n'existe pas, hein, c'est des rapports de business. Là, les Américains viennent de proposer un budget de 175 milliards de dollars, prétendument une aide à l'Ukraine. Non, c'est pas une aide, c'est une aide au financement des armes vendues par l'Amérique. Oui, non, mais ça c'est différent, parce que comme j'ai dit, je le confirme, il y a des pays qui donnent et des pays qui vendent. Les Américains vendent. Et donc ils sont peut-être plus malins, ils sont peut-être flourds, peut-être plus cyniques, mais le résultat est le même. Les systèmes d'armes arrivent, mais encore une fois, ce sont les citoyens américains qui, à un moment ou à un autre, devront demander des comptes par rapport aux 19 milliards de dollars d'aide militaire que les États-Unis ont prodigués. Ça fait la jonction avec la précédente évocation de ce que je mentionnais. Alors, est-ce que ça va changer quelque chose en termes de co-belligérance ou en termes de positionnement? Pas grand-chose, à vrai dire. Premièrement, parce que nous n'avons pas livré beaucoup plus d'armement. Nous ne sommes pas dans une course effrénée à la livraison d'armement. De vous à moi, nous avons déjà livré 18 canons César. Si nous en livrons 6 de plus, c'est important, mais c'est pas ce qui va faire le changement. Hein, les Américains ont livré 10 fois plus de canons que nous. Bon. Et nous ne livrons que très peu d'obus. Les Américains livrent beaucoup plus d'obus et on pourrait comme ça aller. Et le rapport entre 1 et 10 est à peu près à peu près le plus cohérent. Maintenant, la vraie question, c'est pas tant qu'on va former des soldats ukrainiens, qu'on va renforcer notre positionnement de défense à l'est de l'OTAN, notamment en Pologne, en Estonie, en Lituanie et en Roumanie. C'est est-ce qu'on a les moyens de le faire? Est-ce que notre loi de programmation militaire nous donne suffisamment de moyens de le faire? Question 1. Bah non, oui. Mais la réponse est non, oui. Avec un budget qui est seulement de 44 milliards, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que si on veut avoir les ambitions de notre politique, ou les moyens de notre politique plutôt, à ce moment-là, on ne devrait pas avoir un budget à 44. On devrait avoir un budget à 70, 75. Ça veut dire que si on investit plus sur la défense, on va investir moins dans un certain nombre d'autres secteurs. Et accessoirement, si on veut investir dans le conventionnel, peut-être faudrait-il investir moins dans le nucléaire, qui est une autre question. Bon. Et puis dernier point, le fait d'investir est une très bonne chose, mais en même temps, l'argent ne remplace pas une forme de rationalité capacitaire. Si vous avez 3 ou 4 chaînes de fabrication pour des Césars, forcément, le temps que l'on met pour fabriquer un César ne pourra pas être accéléré. Et donc, malheureusement, on est en train de dire que tout va se faire tout de suite, alors qu'il faudra prendre 6 mois, 1 an, voire 18 mois. À quoi joue Emmanuel Macron, mon cher Gamal ? Macron il joue 2 cartes. Il a joué la première carte qui était celle de la discussion et du canal ouvert avec Moscou. Et là-dessus, c'était honorable. La seconde carte, c'est qu'il sent bien qu'il y a un basculement un peu des rapports de force et qu'évidemment, il est embêté aux encablures par rapport à la question africaine. Et il veut montrer aux Russes qu'il est aussi ferme, qu'il n'est pas ridicule, puisqu'il n'a pas obtenu grand-chose quand il a essayé de calmer le jeu avant le conflit et pendant le conflit. Donc Macron joue à la fois cette carte-là, joue aussi la carte du business. Ça reste quand même des affaires. Faut quand même se rappeler que l'Ukraine est un pays qui va être surendetté pour au moins 80 ans. Et malheureusement, c'est comme ça. Les Américains font les affaires, les Européens font les affaires, les Ukrainiens sont les dindons de la farce. Mais Macron joue double carte, à la fois la fermeté, de dire on ne lâche pas les Ukrainiens, alors que les moyens sont très réduits, et c'est bien que Emmanuel l'ait rappelé. Quand on a une loi de programmation militaire de 44 milliards, c'est pas extensible. De toute façon, les budgets ne sont pas extensibles. Et de toute façon, l'État est déficitaire. Donc ça règle la question. Ensuite et surtout, moi, ce qui me choque le plus, en dehors du fait qu'il veuille former 2000 combattants ukrainiens, bon, c'est bien, ça suffit pas. Ça traduit une réalité, et ça, je pense qu'Emmanuel, qui a été militaire, le comprend parfaitement, c'est que les Ukrainiens qui fabriquaient leurs propres armes, donc c'était l'ancien pacte de Varsovie, connaissent les armes de l'Est et pas bien les armes françaises ou américaines. Donc effectivement, c'est la raison pour laquelle ils essaient de rattraper le retard, parce qu'il y a un problème de formation et de connaissance des équipements qu'ils reçoivent. Ils sont mal utilisés, ils sont pas très efficaces sur le terrain, sur le champ de bataille. Et dernier aspect important, ce qui me choque vraiment le plus, moi je suis quelqu'un qui est partisan de la paix. C'est-à-dire que je considère que la guerre ne peut pas être gagnée par l'Ukraine, c'est un mythe, c'est une chimère, sauf à y perdre des millions d'hommes. Et surtout, je considère qu'on ne fait pas la paix avec ses amis, mais avec ses ennemis. Or, les Russes sont les ennemis des Ukrainiens. À l'extérieur, il y a des gens qui ne sont pas forcément impliqués directement, mais qui pourraient faire bons offices. Et ce qui se passe, c'est que j'avais fait une comparaison avec la guerre d'Espagne, mais elle n'était pas bonne, ma comparaison. C'est vrai que les brigades internationales étaient alimentées d'étrangers, qu'il y avait du monde qui arrivait, que chaque camp soutenait sa partie. D'un côté les fascistes, de l'autre côté le camp des républiques et des démocraties. Mais là, on n'est pas du tout dans le même rapport.
D'abord parce que la puissance militaire russe est considérable et ne peut pas être amoindrie comme ça. Et surtout parce que ce n'est pas des combattants qu'on envoie en Ukraine. Il y a très peu qui sont partis en vérité. C'est les armements. C'est-à-dire qu'on est en train d'alimenter la guerre dans des proportions considérables juste pour que le rapport de force penche en faveur de l'Ukraine. Et malheureusement, ce qui va rester sur cette histoire-là, c'est une accélération de la guerre, une augmentation des morts inutiles et finalement, à la fin, une négociation en bout de course dans des conditions calamiteuses. Donc je pense que M. Macron a tort de jouer à la carte du double jeu. Il devrait plutôt se repositionner comme ce qu'il était au départ. Comment ? Ou du en même temps. Oui, enfin, en même temps, ça, on lui reproche, mais tout le monde fait du en même temps. Quand il y a une crise, je veux dire, on compose. Mais ce que je pense que Macron a tort de ne pas proposer ses bons offices, non pas seul comme il a fait, c'était une erreur, mais avec les Allemands qui ont beaucoup à perdre. Alors Ali, tu nous donneras ton analyse dans un instant, juste après la petite pub. Et en même temps, on apprend que la Russie déclare, Emmanuel Gamal Ali, que la Russie, pour elle, elle a atteint tous ses objectifs en Ukraine. Donc ça veut dire que la guerre est terminée ? On en parle dans un instant, à tout de suite. Non, il a pas tout à fait dit Ne ça. bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Le LGF avec Emmanuel Dupuis qui est président de l'Institut de prospective et de sécurité en Europe. Ah oui. Gamal Abina, fondateur du MDC. Ali, directeur commercial. Ali, à quoi joue Macron ? Quand tu as écouté tes deux camarades ici présents faire leur analyse, la tienne, concernant cette histoire, concernant la France, sa position. Moi je suis un petit peu très très déçu, parce que je ne pense pas que ce soit avec 2000 hommes ou former 15 000 personnes qu'effectivement la France peut jouer son rôle. Alors si on veut jouer sur un rôle complètement militaire, il y a le chiffre de la guerre d'Afghanistan qui est sorti, là, je crois qu'elle a coûté aux États-Unis 10 000 milliards de dollars, je crois. Oui, c'est ça, ce 10 trillions, oui. Ouais, 10 trillions. Ouais. Donc l'Afghanistan, un pays où il y avait que des collines et des rochers. Et des Stingers. Depuis 40 ans. Depuis 40 ans. Depuis 40 ans, parce que la dernière phase, c'était 2 ou 3 trillions. Voilà, donc c'est quand même c'est ce qui énorme. Plus cher, d'ailleurs. Donc est-ce que, quelle est la symbolique, quelle est la portée pour la France, alors au niveau national, européen, international, effectivement de dire que je vais aller former 2000. Moi, j'aurais préféré, comme le disait Gamal, que pour une bonne fois pour toutes, on essaye d'être, pas partisan de la neutralité, mais d'être un peu la troisième voie. C'est un peu dommage, la troisième voie. Et je pense que la France en a les capacités. Alors, elle a la possibilité de pouvoir s'appuyer. Et le contexte économique ne peut nous aider. C'est ça qui est un peu dommage. C'est-à-dire que si la France, aujourd'hui, allait un peu sur ce contexte économique avec l'Allemagne, qui est quand même le pilier numéro 1 de l'Europe, je pense qu'on aurait pu sortir peut-être dans une phase de neutralité et de pouvoir discuter tranquillement, mettre le temps. Parce que là, aller former 2000 hommes pour aller faire quoi ? Parce qu'à la limite, moi je poserais les questions, pour aller faire quoi ? Pour aller former des gens, pour aller faire quoi ? Donc on veut que la guerre dure. Je peux compléter là-dessus ? Oui, on veut que la guerre dure. Je trouve ça un petit peu dommage. Et moi j'aurais vraiment préféré que Macron, pour une bonne fois pour toutes, tu as dit, Gamal, au tout début, il avait esquissé ou fait une tentative en allant voir Macron. Je l'ai toujours dit qu'effectivement, seul, c'était un peu délicat. Et moi, je pense quand même... Poutine, tu veux dire. Poutine, pardon. Ouais. Et je pense que c'est un peu dommage parce que, sincèrement, moi, dans toutes les difficultés, je vois une opportunité, paradoxalement. Et je pense que la France... Alors, les États-Unis ne nous laisseront pas, c'est clair et net. On le sait bien, que tout seul, on n'y arrivera pas. Il ne faut pas se leurrer, les Américains sont... Emmanuel, tu sais que 2 mois après le début de la guerre, il y a eu la fameuse réunion à Ankara. Oui. Dans cette réunion, qu'est-ce qui avait été décidé ? Pas grand-chose ? Non, pas du tout. Il avait été décidé entre les Russes, les Ukrainiens, sous l'égide des Turcs, que l'Ukraine soit neutre et les deux provinces reviennent. Les Ukrainiens les Russes étaient d'accord, les Ukrainiens étaient d'accord. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Les Ukrainiens sont revenus. Pas tout à fait. Enfin bon, qui leur a dit non ? Les États-Unis leur ont dit non. Ouais. On continue la guerre. Donc ce côté belliqueux, c'est un peu dommage. Moi, je pense qu'au contraire, dans cette difficulté, je pense que la France avait une carte à jouer et Macron peut-être avait une carte à jouer. Moi, je vois plus une opportunité. Envoyer 2000, on l'a si bien dit avant, militairement, on n'en a pas les capacités. Financièrement, on ne suit pas. C'est clair et net, on ne suit pas. L'armée américaine, l'OTAN, on n'est rien, on ne représente pas une goutte d'eau. Financièrement, on ne peut pas. Donc, à quoi ça sert d'aller dire on va former 2000 ? Ça. Moi, c'est une information qui me fait plus peur qu'autre chose. Emmanuel, tu voulais rajouter un truc là-dessus ? Alors, paradoxalement, moi, je suis plutôt rassuré sur le fait qu'on forme. Parce que justement, comme nous n'avons pas la capacité de livrer autant que livrent les autres, là, il y a une spécificité. Nous formons un certain nombre de besoins capacitaires que d'autres pays ne veulent pas ou ne veulent pas prodiguer. Je rappelle que la formation, c'est pas juste des militaires qui vont utiliser des armes. C'est la médecine de guerre, c'est le renseignement, c'est l'utilisation
des systèmes anti-drones qui permettent d'éviter que les drones ne ciblent les populations civiles. C'est de la logistique, c'est la reconstruction, le déminage et donc ce qu'on appelle le génie. Mais ça sert à quoi ça maintenant ? La reconstruction d'un pays qui a été détruit par l'Ukraine. Oui, après. Non, mais dans le contexte. Je ne crois pas que les militaires se forment à la reconstruction. Ah si. Le génie. Le génie civil, c'est pas la reconstruction. Non, le génie militaire pour attaquer. Le génie et non. On peut le prendre comme ça, mais le génie, c'est aussi reconstruire à travers des ponts mobiles, des ponts qui ont été détruits. Tout à fait, c'est le moyen militaire. Mais avant d'en arriver là, il est peut-être préférable de ce table d'abord de passer par la voie diplomatique. Mais moi, je suis étonné. Non, mais alors, attends, juste un point précis. Moi, je suis pas contre la diplomatie, bien au contraire. Mais à vous entendre, il faudrait s'appuyer sur le rapport de force aujourd'hui. Ça veut dire qu'on validerait l'idée que la Russie a le droit d'occuper 20% du territoire. On est bien d'accord. Alors, je pose une question. Alors, si on n'est pas d'accord là-dessus, ça veut dire que la négociation doit se faire à un moment ou un autre où les négociateurs jouent à parité. Alors pour l'instant, c'est pas le cas. Le rapport de force, c'est que la Russie occupe 20 à 22% du territoire, 125 000 km², que c'est des territoires qui ne sont pas russes au regard du droit international et de la Charte des Nations Unies, et que de facto, il n'y a rien à négocier. Parce que les Russes ne voudront pas rendre ces territoires. Donc la négociation, pour l'instant, c'est une vue de l'esprit. Très bien. Ça n'existe pas, la négociation telle qu'elle est proposée. En Irak, en 2003, contre le droit... Non, parce que quand ce qu'ils entendent, on n'en parle pas, on va en parler. Quand les États-Unis vont envahir l'Irak, alors qu'ils n'ont pas le mandat de l'ONU, parce que c'est une invasion, une guerre d'invasion, un massacre, 500 000 morts, des bombardements à n'en plus finir, des populations civiles. Quand tout ça est mis en place, personne ne dit rien, alors qu'ils n'ont jamais été condamnés ni poursuivis. Quand les Russes font la même chose, ils n'ont pas fait plus ou moins, ils font la même chose. Moi, je rentre pas dans ces dialectiques. Non, mais si, moi, je rentre, ça m'intéresse parce que ceux qui condamnent. Ça me concerne pas. Mais moi, ça me concerne. Ceux qui condamnent la barbarie d'aujourd'hui des Russes ne la condamnent pas celle d'hier. Alors, c'est pas mon cas. C'est pas mon cas. Donc moi, ça me concerne pas. Je rentre même pas dans ce débat. Moi, je rentre là-dedans. Alors maintenant, on continue. C'est un débat un petit peu fallacieux. Mais non, c'est pas fallacieux. Quand Israël va envahir les territoires, tout le monde dit rien. Quand l'Arabie, ça c'est important. Quand l'Arabie, il y a 5 ans, ça donnerait l'impression qu'on pourrait justifier l'injustifiable. Pas du tout. Mais non, je n'y rentre. Je ne justifie pas. Je dis que c'est inqualifiable, quel que soit le théâtre d'opération. Et nous sommes nombreux, et moi, et je le dis d'une phrase, à l'avoir dénoncé. Point barre. Oui, l'Arabie Saoudite, un des pays les plus barbares de la Terre, les plus riches d'ailleurs, je le rappelle, a bombardé, attaqué un État reconnu par l'ONU sans aucune motivation et continue à le faire avec l'armement américain. C'est pas la question. Emmanuel, moi c'est le même théâtre d'opération. Emmanuel, c'est pas les mêmes acteurs. J'ai une question à te poser, à vous poser. Dans ce conflit aujourd'hui, qui sont les acteurs ? On sait qu'on a l'Ukraine, l'Ukraine qui est victime, la Russie et les États-Unis. Bien sûr. Oui, alors, bon, c'est pas aussi simple que ça. Non, c'est pas aussi simple que ça. Emmanuel, quand on dit... Emmanuel, on parle pas de 2014, on parle du 24 février 2022. Emmanuel, je peux te poser la question. Attends, je pose la question. Pourquoi ? On laisse poser la question d'Ali. Alors, je réponds à la question. Je posais la question pourquoi ? Parce que tu le sais bien, il va y avoir des élections anticipées aux États-Unis. Tout le monde est en train de dire mi-mandat. Tout le monde est en train de dire que la tendance, si les Républicains récupèrent 22, 24 sièges comme c'est possible à la Chambre, il est possible qu'il y ait une inflexion de la politique étrangère aux États-Unis sur l'Ukraine. On est capable, et certains, je sais, attention, pas du tout. C'est pas du tout ce qui est prévu. Oui, mais... Parce que les Républicains, attention, d'une phrase, les Républicains qui arrivent, ils sont encore plus va-t-en guerre que Biden. Oui, non, va-t-en guerre. Soyons sérieux. Oui, que si les Républicains Trumpistes arrivent. Oui. Faire chier. Ah, c'est Trumpiste. Alors, ils ont prouvé pendant 4 ans. Donc, non, mais pourquoi je faisais cette. Vis-à-vis de la Russie, ils sont va-t-en guerre. Alors, pourquoi je faisais. Alors, pourquoi je faisais cette remarque ? Parce que ma question est la suivante. Il nous reste 2 minutes sur le sujet. J'aimerais qu'on parle aussi. J'ai pas répondu à la question. Voilà, ma question, c'est donc on a bien 3 acteurs. Non, on en a beaucoup plus. Alors, premièrement, les États-Unis, c'est un acteur subliminal qui est un petit peu en dehors du jeu, en dehors du champ, mais qui est là. Mais c'est le chef d'orchestre. Subliminal qui donne les plus grosses quantités d'armes. Qui finance la guerre. Et on a un gros financeur d'un côté qui est les États-Unis et un gros contributeur qui est la Russie qui donne autant d'armes par rapport à ça. C'est normal, ils sont en guerre, les Russes. Et c'est normal. Sauf que les Américains ne sont pas en guerre contre les Russes. Oui, mais les États-Unis c'est une guerre par procuration. Oui, mais ils ne sont pas en guerre. Ils défendent. Donc ils ont le droit de le faire. Non, ils n'ont pas le droit. Qu'est-ce qui interdit de la le droit international. Non, le droit international autorise à ce qu'on alimente la guerre. Tu es sûr de ce que tu dis ? Alors, 200%. Dans le droit de la guerre, un pays a le droit d'armer qui il veut. Très bien. À partir du moment où il considère qu'il y a eu un élément fondamental, c'est-à-dire quelque chose qui déroge au droit international. Donc l'Arabie est armée par l'Amérique, c'est normal.
Pourtant, il dérange le droit international, c'est inadmissible. Non, pour expliquer, c'est que le même pays, non, parce que le même pays, les États-Unis, alimente deux guerres. C'est pas le problème. Mais c'est le problème. Non, le même pays, le même acteur alimente deux guerres. Et dans les deux cas de figure, c'est eux les grands gagnants parce qu'ils font de l'argent. Alors, c'est une interprétation qui... Non, c'est pas l'interprétation. Allez, je réponds directement à lui. Interprétation, mais c'est les faits. Si les faits te dérangent, tu me dis. Si tu crois encore... Mais les faits me dérangent pas, mais... Tu crois encore au Père Noël, t'as le droit, y a pas de problème, sauf que l'Amérique gagne toujours. Mais de quoi? Mais non, parce que j'interprète pas, c'est des faits. L'Amérique alimente les deux guerres, oui ou non? Oui. Oui. Merci. Alors, putain, j'ai dit ça dès le début. Voilà, c'est quand même un truc incroyable. Ça m'énerve. Je l'ai dit dans le droit international de la guerre, et je le dis, les États-Unis ont le droit, et je pense qu'ils ont ils ont raison d'armer un conflit, parce que les Ukrainiens, sinon, ce serait fait. C'est marrant, il répond à côté, il est très fort. Donc, non, je ne réponds pas. Dans le cas de l'Arabie, est-ce qu'ils ont le droit, est-ce qu'ils ont raison? C'est la question, elle est simple. On parle de l'Ukraine. Non, on parle de l'Arabie. Je te parle parce que je parle de l'Ukraine. Il veut parler de ce qu'il arrange parce qu'il dérange. Non, on parle de l'Ukraine. Le même acteur américain alimente deux guerres. L'une que tu considères comme juste, l'autre injuste, oui ou non? Je te pose la question. Est-ce que le fait d'alimenter la guerre en faveur de l'Arabie contre le pays le plus pauvre de la Terre, le Yémen, est-ce que c'est un droit? Alors, oui ou non? Emmanuel répond et on en termine là-dessus. Premièrement, pas à moi, s'il te plaît, parce que moi je me suis opposé à cette guerre. C'est pas vrai, je te demande si c'est un droit. Réponds simplement, c'est pas compliqué. Il n'y a pas de piège. Hein. Non, mais il n'y a pas de moralement. Merci. Moralement, moi je trouve ça scandaleux, mais je te dis juridiquement, l'Arabie Saoudite a le droit de le faire. Non, c'est pas l'Arabie, je parle des États-Unis qui alimentent une guerre. France Maghreb 2. France Maghreb 2 sur 91.3 FM. Sur 91.3 FM à Reims et toute sa région. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2 en direct avec en plateau Emmanuel Dupuis qui est le président de l'Institut de prospective de sécurité en Europe, hein, Gamal Abina, fondateur du MDC, Ali. Et je dois dire aux auditeurs, auditrices que pendant que j'étais tranquillement en train d'interviewer gentiment mes invités, ils ont écouté l'interview. Ils ont rien écouté du tout. Arrêtez de mentir. Vous étiez en train de débattre encore sur le sujet précédent. Incroyable. C'était la semaine de l'intégration. Oui, voilà, c'est ça. Merci. Évidemment, tout à l'heure la battle au lendemain de cette marche contre la vie chère organisée par la gauche. Peut-on parler d'un succès pour la gauche? C'est la question que l'on vous pose. Et vous êtes 65% à dire oui sur Twitter, le grand forum FM2. Oui. Est-ce un succès pour la gauche? 30 000 selon la police, 140 000 selon les organisateurs. Est-ce qu'on peut parler d'un succès pour la gauche? On en reparlera, on en débattra tout à l'heure dans une battle. Pour l'heure, c'est l'heure du zapping. Vous avez certaines choses à me dire. Vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Et c'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Ne pas s'asseoir sur une chaise rouge parce que le rouge serait la couleur du diable. J'ai grandi et baigné dans l'islam. Oui. El Hamdou, je le connais par cœur. D'accord. Ça va. C'est alors votre attitude sur les plateaux de télévision. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Vous croyez qu'ils oseraient venir ici? Bon, ça ose tout. C'est pas ça qu'on les reconnaît. Voilà, si je commence à parler avant la fin du jingle, ça devient n'importe quoi. Alors, dans ce zapping, écoutez Philippe de Villiers qui a un peu de mal quand il essaye de reprendre le slogan du gouvernement, c'est MDR. À partir du slogan, j'ai pas très bien compris, j'ai essayé de le répéter, je baise, j'éteins, je décale, je me recale, je baisse, oui. Je baisse, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, il a un peu de mal visiblement, De Villiers, peut-être qu'il avait C'est l'âge. Il avait un petit peu de trucs dans le sang, non, je sais pas. Non, c'est l'âge. Ah oui, vous croyez? Oui, ça mec droit, De Villiers. Alors, question que pose Patrick Cohen, il essaye d'apporter l'explication pourquoi il y a de plus en plus de riches. Aujourd'hui, en France, on a multiplié le nombre de riches sur la planète. Pourquoi les riches ont gagné? La planète comptait alors 12 millions de millionnaires en dollars américains. Aujourd'hui, estimation du Crédit Suisse, ils sont 62 millions, 5 fois plus en 8 ans, 5 millions de plus en un an. En France, ils étaient 400 000, ils sont 2,8 millions, 7 fois plus. Bon, bah ça va, ça se porte plutôt bien. Donc les riches deviennent de plus en plus riches. Et les pauvres? De plus en plus pauvres. Bah, ça rassure. Voilà. Oui. Comment on explique ça, Emmanuel, qui est de plus en plus de riches? Premièrement, parce qu'il y a de plus en plus de riches en Chine, et que à la force de sortir de... Enfin, la grande victoire du désormais nouveau, pour 3 ans,
secrétaire général du Parti communiste chinois et président, Oui. parce que c'est aujourd'hui que se tient le 20e Jinping. congrès. Le 20e. La sortie de quasiment 800 millions de Chinois de l'extrême pauvreté a eu pour effet, évidemment, aussi d'aider les plus riches. Et donc, il y a de plus en plus de millionnaires. Il y a 50 millions. Voilà un chiffre intéressant. Il y en avait 12 millions tout à l'heure. Patrick Cohen l'évoquait. Il y en a 62 millions aujourd'hui. Il y a 50 millions de millionnaires ou de Chinois qui ont $1 million sur leur compte. Donc, vous voyez à quel point la démographie joue un rôle. Après, forcément, on parle du monde. Oui, non, mais il y a une hypertrophie. C'est ça le problème. Il y a une hypertrophie. Même en France, ça a augmenté. Il y a des pays, par exemple, regardez le Brésil. Le Brésil, vous avez 1% de la population qui a 92% de la richesse. Donc il y a des logiques d'hypertrophie ou des logiques de hiatus. C'est le côté sombre du capitalisme qui fait que la vitesse d'enrichissement est supérieure à la vitesse de sortie de la paupérisation des populations mondiales. Ali, de plus en plus de riches. Et le super riche. Pour compléter ce que disait Emmanuel, aujourd'hui, il faut savoir quand même que 50% du commerce mondial se fait en Asie. C'est nouveau quand même. Hein. Avant, l'Occident avait une part importante. Donc, à partir du moment où tu as 50% du commerce mondial qui se fait en Asie, ça veut dire qu'on a aujourd'hui des milliardaires rapidement en Inde, en Chine, en Russie. Preuve en est, quand on voit certains oligarques russes, quand on voit leur compte en banque, effectivement, on ne parle même pas de millions, ils sont vite rapidement... c'est des centaines de milliards. C'est des milliards. Donc, par contre, nous, paradoxalement, en même temps, alors en France, c'est multiplié par 7. Je ne connais pas véritablement le critère sur lequel on dit le millionnaire. Est-ce qu'on parle d'immobilier? Parce que si on intègre l'immobilier... Parce qu'en Europe, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de riches d'un point de vue au niveau courant. On compte le foncier. Voilà, si on compte le foncier, je veux bien croire qu'en Europe, parce que pour moi, je pense... aujourd'hui qu'il faut payer sa taxe. Hein. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, au contraire, en Europe, il y a plutôt de l'appauvrissement. Hein. Je pense pas qu'il y a des... Je pense que les gens... Des riches non, des gens en général. Je pense qu'il y a des riches, peut-être le critère utilisé. Si c'est l'immobilier, effectivement, les gens sont millionnaires. Et là-dessus, il n'y a pas de débat. Mais je parle en compte courant, comme ils ont les Chinois ou en Russie ou en Inde, où là, tu as des gens qui véritablement ont de l'argent sur leur compte en banque. En France, aujourd'hui, tu as des gens qui sont millionnaires, mais simplement pour des raisons fiscales. Après, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a des grandes fortunes en France. Oui, les fortunes, mais même, tu n'en as pas 7 fois plus. C'est pas vrai. C'est les fortunes patrimoniales dont tu parles. Mais tu n'as pas 7 fois plus. Oui, mais c'est les fortunes patrimoniales. Après, il y a des réalités. L'augmentation de la fortune dont on parle, c'est lié au Covid. Il y a une augmentation faramineuse de certains secteurs d'activité. Oui, certes. Commerce immatériel, dématérialisé de ça. Et j'ai envie de dire simplement, quand tu dis, par exemple, une fortune patrimoniale, elle n'a pas été multipliée par 7 en 10 ans. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a effectivement une décorrélation entre la population qui est de plus en plus pauvre et les riches qui se sont enrichis au moment de la crise. Et aujourd'hui, on a des PPR, tout un tas de groupes par la finance, parce que c'est la finance qui enrichit. Hein. C'est pas de la vente. Hein. C'est pas de la richesse. Hein. Oui, mais les Bill Gates et autres, c'est des gens qui ont de la capitalisation boursière. Bill Gates a perdu la moitié de sa fortune parce que la moitié de sa capitalisation a fondu. Donc c'est une richesse qui est spéculative avant toute chose. Il y a les vraies richesses de ce qu'on appelle le travail, le capital travail, et puis les richesses par la finance. Donc dans le secteur français, par exemple, avec le CAC 40, les plus grandes fortunes viennent du CAC 40. Alors un autre élément par rapport à ce que disait Gamal, ce qui est très important d'avoir à l'esprit, c'est que, premièrement, le calcul sur la richesse n'est pas tout à fait le même quand on est de l'autre côté de l'Atlantique ou quand on est en Europe. Les millionnaires ou les milliardaires américains, effectivement, ils ont des comptes en banque avec de la thésaurisation monétaire. Tout à fait. Alors que nous, en Europe, nous qui avons un vieux capitalisme qui se transmet, différence des États-Unis, c'est de la richesse, c'est de la pierre. De la pierre ou de la terre. Tout à fait. Donc c'est un peu logique qu'il y ait cette augmentation, non pas seulement depuis le Covid, depuis la crise financière. Parce que depuis la crise financière, les gens sont revenus à des fondamentaux en disant il faut acheter de la pierre, parce qu'au moins, ça se dévalorise pas. De la pierre ou de l'or. Preuve en est l'immobilier, même avant le Covid et pendant le Covid, a explosé. Certaines villes, même qui étaient un peu des villes un peu. Il y a eu un petit recul quand même. Oui, mais même tu prends des villes même comme Saint-Étienne qui n'étaient pas très attractives. On a vu que le prix de l'immobilier a explosé. Alors contre Saint-Étienne, moi j'aime bien Saint-Étienne. Au contraire, c'est joli à Saint-Étienne. La région de Saint-Étienne. À tous les auditeurs de Saint-Étienne, la Haute-Loire, c'est joli. La Haute-Loire, c'est très beau. Il est méchant le Parisien. Alors, il n'y a que Paris, lui. Madame Borne, la première ministre, était l'invitée du journal de 20h. D'ailleurs, ça a plutôt bien réussi au journal, il était en tête hier. Cool. Elle a profité pour donner son avis, son analyse, limite menacer un petit peu. Il y en a marre, il faut que ça cesse, il faut que ça négocie maintenant. Mais en tout cas, avec les décisions que nous avons prises, celles que nous pourrions prendre, et avec la levée de la grève chez Esso, la situation va s'améliorer cette semaine. Moi, je souhaite vraiment que ce mouvement de grève s'arrête. Elle souhaite que ce mouvement de grève s'arrête. Il faut négocier. Stop, ça suffit. Les Français n'en peuvent plus, Ali. C'est ce qu'elle dit, Madame Borne.
Et en même temps, on a profité pour annoncer que l'aide d'État serait prolongée. Hein. Son porte-parole, il y a 15 jours, il disait qu'il n'y avait pas de problème. Tu te souviens, Monsieur Véran. Il nous avait dit qu'il n'y avait aucun souci. Il y a beaucoup d'amnésie, lui. Hein. Et oui, il a vraiment un souci. Hein. Et là, maintenant, on apprend effectivement qu'elle tape du poing sur la table. Sincèrement, au bout d'un moment, ce qui est important dans un gouvernement, je pense, c'est la notion de cohérence. C'est important d'être cohérent, d'avoir. Sincèrement, Elisabeth Borne, j'ai pas l'impression qu'elle a un cap. Même j'ai écouté ce matin Bruno Le Maire. J'ai pas vraiment qu'ils ont un cap. Hein. Ils sont là et j'ai l'impression que il faut arrêter. C'est des incantations. Donc on va acheter un livre, on va tous alors prier sur la Bible, sur la Torah, sur le Coran, comme quoi le travail va reprendre. Faut être un minimum un peu sérieux. Et j'espère que les négociations entre les syndicats et la direction, ceux de Total, vont trouver une issue favorable dans des meilleurs délais. Est-ce qu'on peut craindre un embrasement, Gamal ? Un embrasement par rapport aux syndicalistes ? Oui, par rapport à la situation actuelle. Et on voit qu'il y a un gouvernement aujourd'hui qui allume des mèches quand même parfois. Au travers de leur sortie. Je suis pas un fervent défenseur de Macron, mais il n'a aucune responsabilité là. C'est pas leur faute peut-être d'avoir été un petit peu léger sur la question de cette prime de 30 centimes qui a précipité les automobilistes chez Total. Mais quoi qu'il en soit, non, c'est une question syndicale. C'est une masse salariale qui se plaint qu'il veut une augmentation parce qu'il y a une inflation. Et ça a été une rupture de discussion apparemment qui a repris. Mais c'est une question syndicale et patronale. On n'est pas sur le gouvernement. Le gouvernement, il fait quoi ? Il veut faire en sorte qu'il n'y ait pas une grève totale, qu'on ne se retrouve pas coincé comme ça parce qu'effectivement, il y a des conséquences. Il ne faut pas les oublier. Les automobilistes, c'est tout le monde, mais c'est pas seulement tout le monde. C'est le secteur de la sécurité, c'est le secteur du transport, c'est le secteur surtout, je parle médical, où les médecins ont du mal à se déplacer en voiture. Ouais. Donc là, ça impacte réellement sur la vie des gens. Et puis je tiens à avoir une mémoire pour ce pauvre homme qui a pris un coup de couteau à cause des queues interminables, que les gens supportent d'ailleurs incroyablement, parce que j'ai plaisanté hier avec une femme à la télévision. Elle me disait, vous vous rendez compte, en ce moment, on se dit, t'as fait 1h30 de queue, ça va. Voilà où on en est aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens sont capables d'accepter 1h30 de queue. C'est extraordinaire tout de même. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, Emmanuel, je sais pas si tu as eu l'occasion, mais les heures, faut être patient quoi, pour avoir du sans-plomb, du gazoil. J'ai cette chance de ne pas avoir de voiture. C'est un luxe aujourd'hui. Hein, c'est un luxe, absolument, c'est un luxe. Mais non, mais je crois qu'il faut quand même rappeler quelques réalités. Avant tout, c'est une démarche très corporatiste dans cette histoire. Je rappelle quand même que Total fait partie de ces super profits que le gouvernement, par ailleurs, ne veut pas taxer. Puisque quand il s'agit de faire un amendement pour les taxer, le gouvernement crie... ça rime sur ces grands chevaux en disant non, hors alors de qu'en Europe, tout le monde alors que tout le monde le fait. Bon, ça, c'est un élément contradictoire par rapport à ce qu'a dit Madame Borne. Voilà, là, on oublie le discours de la Sorbonne et de l'unité européenne. Je rappelle que Total a quand même fait 10 milliards de bénéfices l'année dernière. Et donc, sur les 6 premiers mois. Et d'augmenter de 6%, de revaloriser de 6% un salaire qui, de toute façon, reste inférieur à l'inflation, ça n'a aucun sens. C'est pas moral. Voilà. C'est cyniquement amoral. Bon, ça c'est dit. Non, mais c'est quand même juste 2 secondes. 10 milliards de chiffres de bénéfices, c'est le chiffre d'affaires de société lambda. C'est vraiment incroyable comme chiffre. Les gens ne se rendent même pas compte. Alors, deuxième élément, pour répondre à la question de Christophe, est-ce que ça va faire tache d'huile ? Je crains malheureusement que ça ne fasse pas tache d'huile, car il me semble que tout le monde est impacté, non pas par les décisions du gouvernement, mais par les décisions d'une entreprise qu'on n'a pas voulu contrôler. Et donc la responsabilité est là. L'État aurait dû être beaucoup plus ferme sur Total. Il faut nationaliser. Je sais pas s'il faut aller jusqu'au point de nationaliser, parce que quand on nationalise EDF, ça va pas forcément mieux non plus. Mais franchement, cette histoire, c'est pas une histoire contre le gouvernement. C'est une histoire d'un gouvernement qui n'a pas anticipé. C'est une réalité. D'un gouvernement qui n'a pas voulu exercer son mandat. J'allais dire, plus impérieux vis-à-vis de Total aussi. Et puis, troisièmement, comme l'a dit Gamal, ça handicape tout le monde. Ça handicape les syndicats, ça handicape les chauffeurs routiers, ça handicape les individus que nous sommes, et accessoirement le gouvernement. Donc tout le monde a intérêt à en sortir. Voilà. Et puis, paradoxalement, c'est bizarre, parce que Macron, il n'y avait pas d'argent, il a dit quoi qu'il en coûte, on va donner des sous. Donc là, on comprend des fois, on a pris des mesures. Là, il y a des sous, parce que Total fait des bénéfices. Donc, on est en mesure de pouvoir, effectivement, faire participer les gens au succès de l'entreprise dans une économie un peu basée sur le capitalisme. Je pense qu'effectivement... Ah ben oui. Et surtout, ce qui est important, en fait, et là, j'insiste énormément, c'était des bénéfices qui n'étaient pas
prévu au départ pour Total. C'est ça qui est incroyable. Donc quand même, si on prend le directeur financier, on lui dit stratège de Total en disant vous avez estimé en 2021 comment faire de business, le type il a dû dire on va faire X. Alors là, il se rend compte qu'il en fait beaucoup plus que prévu. J'ai même envie de pousser le bouchon. Ce qui est dégueulasse chez Total, alors bon, moi j'ai connu Christophe de Margerie, qui était quelqu'un qui était intéressant, peut-être pas Maurice. Christophe de Margerie, il était sans concession. Il comprend rien, lui. Ah, il y a une pub qui arrive. Ah oui, non, c'est la pub, faut pas pousser le bouchon, Maurice. Ah, je connais pas, je regarde pas. Là, tu me parles de choses que je connais pas. Ah, un culte, c'est super la culture. Je préfère les bouquins. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, le truc, c'est que de Margerie, il avait pas sa langue dans sa poche. Il était cash et il balançait les trucs. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand même incroyable. Tu viens de le dire à l'instant, c'est que Total bénéficie d'une conjoncture qui est hyper favorable et qui ne l'attendait pas. Et en dépit de tout ça, alors que tout le monde souffre, le seul qui ne souffre pas, donc le pétrolier, ne fait pas son petit effort pour aider la population, ce qui est dégueulasse quand même. Allez, dans un instant, Mab pour la belle histoire du générique de Friends, la série qu'on a tous regardé au moins une fois. Enfin, j'imagine. Et le quiz à suivre, la battle. Est-ce un succès cette journée contre la vie chère organisée hier, cette marche, pardon, qui a été quand même émaillée de quelques incidents. Il y avait des casseurs, comme à chaque fois, bien sûr. Et on va parler de succès ou pas pour la gauche. On en débat dans un instant. Ne bougez pas. Vous continuez de voter sur Twitter, le Grand Forum FM. Et c'est l'heure de retrouver Mam pour la belle histoire des génériques. Un autre générique d'une autre série, d'une autre émission, évidemment. Bienvenue dans le Grand Forum, présenté par Christophe Roux. Le Grand Forum. Et c'est l'heure des quiz, les enfants. Le quiz. Avec mes petites questions liées à l'actualité. Gamal Abina, Emmanuel Dupuis, Ali. Ça va, tout va bien. Bon. Ah ben on est en écoute. Qui a gagné PSG Marseille? Oui. PSG. Ah ça je peux répondre. Quel ministre? Au début non. Quel ministre a jugé inacceptable la poursuite des blocages chez Total? Le maire. Non. Véran. Non. Non, Gabriel Attal. Gabriel Attal, bravo Emmanuel. Il a jugé inacceptable la poursuite des blocages chez Total. Oui, le ministre, bien sûr. Ministre des comptes publics. S'il vous plaît, c'est pas n'importe quoi quand même. Promotion, c'est énorme. Oui. Dans quel pays une loi peut punir jusqu'à 3 ans de prison pour des journalistes qui propagent de fausses nouvelles? C'est passé récemment. Non. La Russie, c'est 10 ans. Pas bien. C'est passé récemment là au Parlement. 3 ans? 3 ans? Oui. Moldavie. Non. Angleterre, France. Vous en parliez tout à l'heure de ce monsieur un peu qui fanfaronne. Turquie. Bonne réponse. 3 ans, ça va quand même. J'aurais dit plus. Bon, j'aurais dit plus. C'est ça, 3 ans. C'est une demi-démocratie. Ça va quand même. Bon, on peut y aller alors. Tiens, qu'est-ce qui sera mis aux enchères? Jusqu'à ce que les élections aient lieu. Qu'est-ce qui sera mis, messieurs, aux enchères à Londres au mois de novembre? Le ballon lors du match Maradona, la fameuse main en or quand il a marqué. Très bonne réponse de ballon. Voilà, je suis un peu avantagé vu que j'aime le foot. Avec lequel il a inscrit le but mythique au mondial de 1986 à l'aide de la main de Dieu. Et à qui va l'argent? J'en sais rien. Aux enchères. Tu verras. Habituellement, dans ce type de vente, on peut faire une bonne question action. Médias, messieurs. Quel géant mondial des médias fête ses 100 ans? BBC. La BBC, qui est paradoxalement dans une situation un peu critique, paraît-il. Étonnamment. Quel chef, alors là c'est une information importante, quel chef de file de Renaissance a été nommé administratrice de France Télé? Chef de file de Renaissance? Oui, monsieur. Administratrice de France Aurore Berger, non? Aurore Berger est une excellente réponse. Elle a été nommée administratrice de France Télé. C'est un scandale, non? Ouais, c'est un scandale, oui. Ouais, voilà. Surtout qu'elle a du niveau, elle. Le politique reprend la main sur la télévision publique. Pourquoi ça n'avait jamais été le cas avant? Je sais pas, je pose la question. Mais c'est surtout Aurore Berger qui est censé. Aurore Berger, minable. Dans un instant, la battle. On parle de cette marche, peut-être à laquelle vous avez assisté, vous auditrices, auditeurs. Il y en avait quelques-uns, quelques milliers en tout cas. Chez moi, la marche contre la vie chère, est-ce un succès pour la gauche hier? C'était dimanche, on en débat dans un instant. Ne bougez pas, tout de suite. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum. Le LGF avec monsieur Emmanuel Dupuis, le président de l'Institut de prospective de sécurité en Europe, avec Gamal Abina, le fondateur du MDC, avec Ali, directeur commercial. Et cette émission se termine souvent, comme à chaque fois presque, par une bonne battle. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Je suis contre la peine de mort. Oui, il y a une fracture sociale forte. Travailler plus pour gagner plus. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Parce que c'est notre projet!
Alors, il y a eu évidemment une marche hier à Paris, à l'initiative de la gauche. Jean-Luc Mélenchon est monté évidemment au créneau. Est-ce qu'on peut pour autant parler d'un succès? D'après nos auditeurs, c'est oui. Sur Twitter, ils ont voté en tout cas sur le grand forum FM2. C'est oui également, et c'est d'ailleurs Ali qui va débuter cette battle puisqu'il est en minorité. Il est en minorité forcément pour nous donner ses arguments. Pourquoi c'est un succès pour la gauche hier, Ali? Alors, moi je relativise, effectivement. C'est un succès dans la mesure où au niveau terme de préparation, il n'y a pas trop longtemps, c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon avait été un peu l'initiateur de cette journée-là. Il y a quand même eu entre 30 000 et 140 000, moi je ne connais pas le chiffre exact, on va dire quoi? C'est la moitié comme 30 000 police, 140 000. Donc on va dire quoi? Un tiers Même plus qu'un tiers, un quart. Non, il veut dire le vrai chiffre. Ah, le vrai chiffre? Le vrai chiffre, c'est quoi? C'est la moitié? Ah, le vrai chiffre, oui. C'est 60 000, 60, 70 000. Et en fait, je suis plutôt content parce que je pense qu'à mon avis, en tout cas, même si les gens ne sont pas allés, je pense que beaucoup de gens en ont parlé de cette manifestation. Et c'est la première fois qu'on fait une manifestation avec une thématique qui est un peu comme spéciale, parce que c'est la vie chère. Avant on était service public, éventuellement un projet de loi. Là, c'est la vie chère. C'est quelque chose où là, on est sur un sujet sociétal. Et là, on va toucher toutes les catégories, à mon avis, socio-professionnelles. Et c'est la raison pour laquelle je pense quand demain, d'ici peut-être un mois, je pense qu'on aura une manifestation, à mon avis, de plus grande envergure. Mais en tout cas, aujourd'hui, tu parles, toi, d'un succès. Est-ce qu'il en est de même du côté de chez Abina? Pas du tout. Je considère qu'avec l'ambiance générale de l'inflation, de la crise qui s'installe, de la peur, des ménages, du pouvoir d'achat en berne, des gilets jaunes qui sont passés par là, je le rappelle, tous les éléments constitutifs réellement d'une mobilisation de masse auraient dû être réunis et ça n'a pas été le cas. Je rappelle tout de même qu'indépendamment du fait, il y a aussi l'histoire de l'essence récemment, il y a beaucoup d'éléments qui énervent quand même. Et pour autant, un parti quand même qui est très installé au Parlement, c'est pas un petit parti qui a mobilisé, n'a pas été capable de dépasser les... Bon, on fera à peu près 60 000 personnes, 30 000 par la police, 140 par les... 30 000 par la police, oui, 140 par les organisateurs. En gros, ça fait 60 000 personnes. On est quand même dans une ville qui compte à peu près, Paris et première ceinture, on dira 2 millions d'habitants. Sur la région parisienne, 9 millions d'habitants. Et on arrive à faire 100 000 personnes. C'est très, très faible. Sachant qu'on aurait dû surfer sur vraiment un nuage de réussite. Je pense aujourd'hui que cette question essentielle n'a pas été bien abordée. Vous avez la parole. Emmanuel Dupuis, est-ce que c'est un succès pour la gauche hier? Alors, vous avez démonstration de force ou pas? Vous allez croire que je vais jouer à mon centriste traditionnel. Oui et non. Alors, non, parce que je crois qu'il est parfaitement abusif de penser que cette manifestation est le firmament ou la quintessence d'un front populaire. C'est pas vrai. Sûr, et pourtant, Jean-Luc Mélenchon voulait que cette marche coagule les syndicats, toutes les forces de gauche. Force est de constater qu'au-delà de la polémique des chiffres, c'est pas vrai. Ils n'ont pas voulu. Et que les grands chefs de la gauche traditionnelle, que les gauches n'étaient pas forcément présentes, même si il y avait beaucoup de mélenchonistes et beaucoup d'insoumis. Je n'en disconviens pas. Deuxièmement, est-ce que c'est un échec total? Non, non plus. Parce qu'il a réussi à incarner ce qu'il a toujours voulu, délégitimer le Parlement et faire en sorte que l'opposition se fasse dans la rue. En disant le Parlement, de toute façon, est bloqué parce que le gouvernement ne veut pas entendre. Il demande la dissolution d'ailleurs, Mélenchon. Alors, il a raison de demander la dissolution, parce que s'il y avait une élection, il y aurait encore plus des siens qui arriveraient. Et c'est pour ça que le président menace la dissolution, et il ne le fera jamais, en tout cas pas maintenant, parce qu'il perdrait encore plus. Et je crois que là, pour jouer sur les deux tableaux, échec, parce qu'il n'y a pas eu ce grand lendemain révolutionnaire, en jouant sur les mots, que Jean-Luc Mélenchon a appelé de ses voeux, mais en même temps, c'est pas totalement si échoué que ça, parce qu'il y a l'idée selon laquelle, comme le Parlement est bloqué, il faut bien trouver le moment, le lieu, l'expression d'une opposition à un gouvernement qui ne veut pas entendre la nécessité de tenir compte d'un certain nombre de doléances qui, je crois, sont partagées par les Français. Les Français ne peuvent pas être contre la vie chère. Les Français ne sont que en adéquation avec l'autre mot d'ordre. Il y avait deux mots d'ordre, contre la vie chère et pour le climat. Comment est-ce que les Français pourraient être contre le climat? Alors, il y a peut-être aussi le demi-succès ou le demi-échec, on va dire, c'est que le LFI était plus préoccupé par des histoires de femmes, de mariage, de divorce. De mœurs. Voilà. Non, mais ça joue énormément. Il n'était pas là. Adrien Quatennens n'était pas là. Sandrine Rousseau, elle était peut-être en train de chercher encore. Non, elle était là. Elle s'est fait embrouiller un peu. Oui, mais bon, toutes ces histoires-là, j'ai l'impression, le fait d'avoir beaucoup personnalisé le parti, fait qu'aujourd'hui, quand il y a des problèmes, du coup, les gens, les messages ne... Pardon ?
Rousseau n'est pas LFI, Europe Écologie Les Verts. Intellectuellement, les plus proches des LFI que chez les Verts. Oui, elle est plus LFI, je pense que. Moi, je pensais qu'elle était LFI. Non, elle est toujours chez les Verts, mais tu as raison, intellectuellement, elle est plus radicale. Donc c'est vrai que vu comment elle désingue les Verts, je pense que cette cacophonie au sein de LFI qui a pu se faire la une de Voici qu'autre chose, là, avec ces histoires de femmes et tatati tatata, quelque part, le message n'est pas. Il a été dilué parce qu'effectivement, au lieu de parler de politique sociale, ils ont parlé de questions de mœurs qui intéressent personne. Et j'ai envie de dire un truc par rapport à ce que tu dis. Effectivement, je te rejoins, Emmanuel, sur un point. C'est un demi-échec. Alors, pour pas être trop exagéré, ce serait un demi-échec si c'était une étape finale. Si c'est une première étape de mobilisation, s'il monte graduellement, ça peut marcher. Mais pour ma part, le chiffre qu'il a réuni... C'est ce que disait Ali. C'est pour une première... ça s'est fait en un temps assez rapide. Martinez, si tu l'écoutais, quand on lui a dit, pour la manif, quand il rentrait de Brésil, je ne sais où, là, ou d'Israël, voilà, il a dit, il n'était pas en train de dire, oui, j'appelle à la manif. Il a absolument rien dit. Tout le monde est resté. Donc une manifestation... Le syndicat n'était pas associé officiellement. Voilà, officiellement personne. Donc moi, je pense que c'est pour ça que je dis, malgré toutes les turpitudes et Et demain, il faudra attendre combien dans les rues? Demain, là, c'est là que le grand test arrive. Après-demain. La manif. Ah bon, c'est pas demain? C'est pas le jour de la grève générale? Non, il parle de la grève. Oui, il parle de grève. Du grève. Non, mais la grève, il n'y aura pas grand monde. Ce qui se passe, c'est que tant qu'on souffre pas beaucoup, parce que le truc, c'est que les gens se mobilisent lorsqu'ils ont un problème à se nourrir, à se vêtir. Vous nous parlez de timing, en fait. Oui, c'est un timing. C'est un mauvais timing. Il a fait un premier pas, il n'a pas su mobiliser. L'hiver, c'est là que ça va jouer. Il n'a pas fait du bloom, quoi, clairement. Moi, je pense, alors je pose une question. Moi, je pense qu'il y a un mot. Pardon. Je pense une question, plus au côté européen. On voit que l'inflation est à 2 chiffres dans tous les pays. Quasiment tous les. Moi, j'ai juste peur que si un pays démarre, à mon avis, il va y avoir un effetage d'huile. C'est-à-dire si demain matin, l'Allemagne ou l'Angleterre, parce que l'Angleterre, on parle beaucoup de l'Angleterre. C'est vrai que c'est étonnant, l'Angleterre, ça fait peur. Si demain matin, les Anglais s'y mettent, et les Allemands s'y mettent, ce qui n'est pas dans la culture allemande, et d'autres pays s'y mettent, à mon avis, là, j'ai peur que ça fasse tache d'huile. C'est-à-dire que les Français qui, jusqu'à présent, avec le mouvement des Gilets jaunes, donnaient un petit peu le là, sont un petit peu en retrait, bien sûr. Par rapport à des mobilisations qui se font avec des situations économiques dramatiques. Qui étaient beaucoup plus... Il y a quand même la démission du ministre des Finances britannique, ce qui est quand même assez rare. Vu le renoncement qu'ils ont eu par rapport aux impôts. Donc on va dire, et pour finir cette battle, que c'est un succès en demi-teinte, mitigé. Non, j'irais pas que c'est un succès. Je dirais que c'est une première étape qui pourrait être un succès. Mais hier, c'est un échec. T'avais commencé en disant que c'était un échec total. Non, mais je maintiens, c'est un échec total. La quantité de personnes, 60 000, c'est ridicule. Faut être très honnête. Maintenant, vu le contexte, parce que quand même, ils sortent sur une vague, ils n'y arrivent pas. C'est étonnant. Ouais. Bon, affaire à suivre en tout cas, bien entendu, sur France Maghreb 2. Terminé pour cette battle aujourd'hui. Qui a gagné? Eh bah écoutez, tout le monde. Parce que dans cette émission, tout le monde gagne. Non, mais le résultat du sondage. Alors je l'ai pas regardé, mais je vais regarder. C'est 65, t'as dit, c'est oui. À mon avis, les gens. 65, oui. En France, clairement. En France, les gens votent plus par la. Non, c'est qu'on est écouté par beaucoup de gauchos et tout. Voilà, c'est tout. La réalité, elle est là. Attention, on a un mec du centre ici qui aime pas ça. Il faut toujours être minoritaire. Justement, il est là pour apporter un petit peu pour compenser de la différence. Un ultra-libéral. Non, pas du tout. Un ultra-libéral qui soutient les gauchos. Alors, moi, je tenais à passer un message. Oui, allez, passe ton message. Que Christophe est très content. Oui. Ce qui s'est passé hier soir, que PSG a battu l'OM. Absolument. Il faut le dire, ça, comme Christophe, non? Un magnifique but de Neymar sur une magnifique passe de Mbappé. Et ce soir, les yeux vont être braqués pour le monde footballistique sur le Ballon d'Or. Et allez, Karim Benzema, tu l'as largement mérité. Alors pas sûr que le titre de mondial qui te manque à ta carrière, tu puisses l'avoir cette année. Je pense vraiment pas que l'équipe de France ira loin cette année. Non, c'est l'Ukraine qui va y aller. Ouais. Et puis j'ai l'impression qu'on est... Il gagne tout, il gagne partout. En tout cas, c'est pas la Russie, ça c'est sûr. Elle a été écartée du mondial, on se rappelle. D'ailleurs, c'est un peu ridicule d'ailleurs, hein les gars. C'est un peu ridicule. Ça c'est mélanger les jeux. Voilà, c'est mélangé. L'Eurovision, on a écarté tous les Russes. Les chefs d'orchestre, la culture. Ouais, voilà, c'est un peu ridicule. Bon, demain, je serai seul demain parce que, alors vous savez, demain c'est grève générale et les débatteurs et les chroniqueurs ont décidé que c'était la grève générale aussi pour eux. Et bah je les laisse. Allez hop, c'est honteux. On sera avec vous. Je serai avec vous et on pourra ensuite, ensemble, si vous le voulez, bien parler de cette grève générale, critiquer les chroniqueurs. Faites-vous plaisir, c'est total libre antenne demain. Demande aux éditeurs de critiquer, ça peut être marrant. Ouais. Je pense que ton oreille va siffler. Salut à tous. Rendez-vous demain à 16h sur France Maghreb 2. Merci Gamal, merci Manuel. Et merci Ali. On te voit où ce soir à la télé, Emmanuel? TV5 Monde dans 5 minutes. Très bien. Gamal. Moi, non, c'est un petit média marseillais.
Ah bon? Ouais. Ah d'accord. Ouais, je suis discret en ce moment. Il collabore lui. Il collabore ce collabore. mec. Allez, reste avec nous dans un instant, VJ.